L'AFJA présente un déjeuner-débat avec Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Faut pas penser non plus que l'Europe va tout accepter. Vous l'avez dit sur les poulets chlorés, et sur les normes sanitaires ou sur les normes de production. J'ai toujours dit, il y a aussi un sujet qui m'inquiète, c'est sur les IGP, moi. Ouais, je l'avais dit avec SAC quand il était venu, le secrétaire d'État, en disant on n'a pas la même conception. Et on ne peut pas imposer une conception à l'un ou à l'autre. Ils sont sur une logique des marques, qui sont des marques commerciales. Nous, on est sur une logique d'indications géographiques qui sont protégées, AOP maintenant à l'échelle européenne. Et c'est un débat qu'on a à l'échelle mondiale. Moi, je mobilise à chaque fois que je peux, je rencontre les Japonais, les Chinois, je leur parle des IGP. Parce que je sais que dans le monde anglo-saxon, ce choix européen qui était celui de la France, au fait, au départ, c'est un choix qui est contesté. Et derrière, il y a quand même en partie une conception d'agriculture. Passer uniquement à la logique de la marque commerciale pour parler d'agriculture et d'agroalimentaire, ça serait un changement profond de la conception même de l'agriculture que nous avons construit depuis des siècles, quelques dizaines d'années en tout cas, sur le vin, à partir du vin en particulier, sur les IGP. Et ça, c'est ce qui est le plus important dans ce débat, moi, je trouve. Le reste, je ne veux pas être participer à cette espèce de logique de la peur, que dans ces négociations, il y aurait le pire qui serait de toute façon signé. C'est pas vrai. Bon, deuxièmement, d'après ce que j'en sais, je ne suis pas capable de faire une analyse très fine, mais aux États-Unis aujourd'hui, avec les élections qui se sont produites, que ce soit au niveau du Sénat ou du Congrès, il n'y a pas fondamentalement de majorité pour aller vers un accord rapide entre l'Europe et les États-Unis. Les républicains ne sont pas du tout, comment dirais-je, pressés, je ne sais pas s'ils en veulent d'ailleurs, au fond. En tout cas, pressés, je suis sûr. Donc, ça va durer. C'est ce qu'on savait depuis le départ. C'est pas forcément d'ailleurs, le président de la République a eu raison de dire, ça avait été interprété un peu à l'envers, mais c'est pas parce que ça dure longtemps que ça nous donne des garanties. Parce qu'au fur et à mesure de guerre lasse, on finit peut-être par accepter des choses que si on avait un cadre de négociation plus court, plus clair, on éviterait de se laisser aller, vous savez, à la fin du fin, à lâcher sur tel et tel. Mais ça va durer. Et c'est pas réglé. Sur le deuxième pilier de la PAC, quand est-ce qu'on aura tous les éléments? J'ai cru comprendre qu'il y avait une certaine inquiétude qui avait été exprimée par le président de la PCA sur des risques de rupture de financement des aides pour les agriculteurs qui sont engagés. Alors, comment vous allez gérer tout ça d'ici l'annonce? Pour ce qui nous concerne, si on suit l'objectif du printemps pour la validation au niveau de la Commission européenne, il faut qu'on réponde à la question, oui, mais en attendant, est-ce qu'on peut verser les aides du deuxième pilier? Donc je réponds de manière très claire, cette fois-ci, comme à chaque fois, et même aux régions, nous ferons les avances nécessaires lorsque c'est demandé, en particulier pour la question de l'installation, pour les grandes politiques nationales, même si les plans ne sont pas validés par l'Europe. Voilà. Donc il faut qu'on arrête cette idée qui consisterait à dire on va avoir un plan tant que les plans ne sont pas validés. Non, on sera là pour pallier et on versera, nous, le ministère, les aides, quoi qu'il arrive, même si ces plans ne sont pas encore validés. Donc je le dis parce que c'est une question qui a été souvent posée, je la répète, je la redis aujourd'hui, de manière absolument claire et ferme. Tout, en plus, c'est négocié avec Bercy, donc ce n'est pas un sujet budgétaire, c'est fait. Et alors pour le reste, est-ce qu'il y aura tous les éléments? Je pense que ce sera, à mon avis, c'est le printemps, quand on aura la totalité de l'accord qui sera donné, parce que c'est assez long, et je comprends aussi que la Commission a quelques difficultés. En même temps, je vous le dis, pour la presse, elle ne nous facilite pas forcément les choses. Et quand Juncker annonce un grand plan de simplification, ça vaut pour éliminer des débats, ça doit valoir pour la subsidiarité qui devrait être beaucoup plus forte dans l'application
de textes politiques liés à la politique agricole commune, alors qu'aujourd'hui, on a quelquefois l'impression que ça se complique, non pas du fait, mais du fait de la Commission pour des histoires qui sont souvent non liées directement à des articles précis, mais qui sont des interprétations. Et là, ça nous pose un problème. On a des discussions assez sévères avec la Commission là-dessus. Ce qui fait que d'ailleurs, au bout du compte, hein, plus vous compliquez de la part de la Commission, plus vous pouvez trouver ensuite des erreurs. Et plus vous avez la question des impérances derrière. Le point là-dessus, je vais être... on a trop de travail aujourd'hui pour pouvoir s'engager dans des discussions, mais je peux vous dire que s'il y a un sujet qui va me tenir à cœur, ça va être la simplification, et en particulier dans la relation entre la Commission et les États membres, et en particulier sur les aides agricoles. On a besoin d'un peu plus de subsidiarité et un peu plus de confiance mutuelle. Vous êtes à la recherche de nouvelles régulations après préparer l'après-quota payé, notamment l'été. Vous êtes à la recherche d'alliances, notamment avec des pays du Nord. Où est-ce que ça en est? On a des gens formidables au Nord. Mais sur la question de la régulation, je ne pense pas franchement à la même chose que vous. Je rappelle que la fin des quotas laitiers, elle est autant liée au fait qu'ils avaient mis en place pour lutter contre les excédents et les montagnes de beurre et de poudre de lait, mais elle est aussi liée au fait qu'il y a eu un marché des quotas qui a fini par coûter très cher aux exploitations agricoles des pays du Nord en particulier, puisque aux Pays-Bas, je parle devant mon ami, aux Pays-Bas, on avait atteint 2 € de quota le litre de quota, hein, ce qui fait que pour un exploitant agricole aux Pays-Bas, il fallait qu'il achète 2 fois son exploitation. Une première fois pour l'exploitation elle-même et la deuxième pour le quota laitier. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de Néerlandais qui sont venus en France puisqu'ils achetaient une fois l'exploitation. Et on les accueille parce que ce sont des gens très bien, nos amis des Pays-Bas. Je ne vais pas dire les Hollandais, hein, vous avez compris. À partir de là, on cherche des appuis. Je cherche des appuis. Alors j'ai vu, on a des difficultés, l'Allemagne non. Mais au dernier conseil, j'ai vu que les Belges, le ministre belge est venu me voir, c'est un ministre libéral d'ailleurs, hein, et qui veut discuter avec moi des quotas laitiers. J'ai vu qu'en Pologne, j'ai vu le ministre polonais, c'était la semaine dernière, on a été ensemble, il est prêt à commencer à discuter aussi sur le sujet. Donc moi je suis dans la position qui consiste à dire on ne peut pas laisser partir les quotas laitiers qui vont partir cette année sans essayer de mettre des systèmes, on ne va pas revenir au quota, hein, mais qui nous permettent quand même de mieux anticiper, de mieux agir en cas de modification du marché. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je prends cet exemple. Tout le monde est parti à la conquête du marché asiatique avec la production laitière. Et je m'en souviens que ce soit l'Irlande, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, la France aussi, un peu, mais un peu moins que les autres. Tout le monde a eu une stratégie de conquête des marchés à l'international. Dès qu'il y a un problème du type de celui qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire que la production aux États-Unis a augmenté de 3%, la production en Nouvelle-Zélande a augmenté de 5%, la production en Australie a augmenté de 4 ou 5% aussi, tout le monde augmente sa production, et donc le marché justement absorbe, hein, mais il y a un moment où on absorbe moins. Donc le prix sur la poudre de lait sur le marché international commence à baisser. Quelle a été l'anticipation d'une partie des exploitants laitiers du nord de l'Europe? C'est de commencer à s'ajuster par rapport à la demande. Pour ceux qui ont augmenté leur troupeau, ben, ils commencent par mettre les vaches à la réforme. C'est non seulement une adaptation, mais ça a une conséquence sur le marché de la viande. Et moi, je me retrouve avec un problème sur le prix du lait et un problème sur le prix de la viande. Est-ce qu'on peut éviter ça? Est-ce qu'on peut regarder au niveau européen pour se dire, en fonction des anticipations, sur le cheptel, je parle en particulier sur le cheptel laitier, on ne peut pas laisser tout faire. Que chacun ait la flexibilité pour pouvoir ajuster sa production avec en particulier les marges qui sont liées à l'alimentation animale, ça me paraît logique. Mais dès qu'on rentre dans le jeu
de l'augmentation du nombre de vaches laitières, à ce moment-là, la conséquence à terme, c'est les vaches de réforme. Et on perturbe. On a un marché laitier perturbé, on perturbe tout l'avenir. Donc on a fait un texte à la fin de l'année dernière, et on essaie de le faire vivre, et on essaie de trouver des alliés. Mais c'est pas facile, parce que tous les pays du Nord sont sur le logique que le marché va ajuster les prix, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est moins facile. Pour l'instant, on est assez seul. Je ne peux pas dire autre chose, parce que je mentirais. Demain, les sénateurs devraient demander au gouvernement de vous déposiez un moratoire auprès de l'Europe sur des néonicotinoïdes. Donc certains secteurs, comme le secteur sucre, pourraient être en difficulté si ces substances étaient complètement interdites. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un maintien de ce produit, peut-être améliorer le raisonnement de leur application, trouver un peu un juste milieu, en baissant peut-être des doses ou en utilisant peut-être moins systématiquement. Je sais pas. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bon, alors sur cette question, moi d'abord, quand je suis arrivé, j'ai eu un rapport de l'ANSES qui m'a conduit à appliquer un moratoire sur l'utilisation de cruiser sous colza très tôt. Et sur 3 néonicotinoïdes, alors là, je sais plus les noms des 3 molécules qui sont en cause, mais on avait mis en place ce moratoire, et après je me suis battu à l'échelle européenne pour qu'on ait une décision européenne sur le sujet. On a obtenu un moratoire de 2 ans sur les néonicotinoïdes. Mais sur les enrobages, en particulier sur les protéagineux. Reste la question des néonicotinoïdes de manière générale. Pas forcément sur l'enrobage des semences, mais sur l'utilisation de ces molécules, même par aspiration foliaire, et sur lequel il y a une contestation très forte liée aux organisations environnementales et aux producteurs de miel liés à la mortalité des abeilles. On attend un rapport de l'EFSA qui doit être rendu, je le crois, au mois de mars ou avril sur les néonicotinoïdes et leur impact sur les pollinisateurs. Et on en tirera à ce moment-là les conclusions adéquates. Je ne vais pas anticiper. J'ai anticipé sur la question du colza et du cruiser parce que j'avais un rapport de l'ANSES qui a été très clair et qui a d'ailleurs été confirmé par l'EFSA, ce qui a permis le moratoire. Donc moi, je vais y aller par étapes. Je ne veux pas m'engager sur des interdictions, sachant qu'une interdiction, si elle n'a pas une solution alternative en même temps qu'elle est mise en place, on va vers la catastrophe. Parce que si c'est pour revenir à des produits qui sont encore plus nocifs, ça ne sert à rien. Et tout ça, je le ferai avec cette volonté qui est la mienne de diminuer l'utilisation de pesticides. Parce que je pense que c'est un débat, mais un enjeu majeur devant les concitoyens. Si un jour, je l'ai dit, il y a un problème, c'est un vrai sujet explosif. Explosif. Moi, j'ai un député important de l'Assemblée nationale. Quand je dis important, c'est quelqu'un qui pèse sur les questions de santé. Il y a son frère qui est décédé à l'info. Et quand il est venu me voir en disant, il était dans une zone viticole de l'Aude, et il m'a dit, tu sais le lien que fait l'OMS entre pesticides et l'info. Quand il m'a dit ça, j'ai compris derrière que si on n'agissait pas, un jour ou l'autre, il y aura des décisions qui seront prises, qui seront extrêmement lourdes, qui ont des conséquences et de contraintes. Qu'est-ce qui va se passer en 2020? Toujours les mêmes histoires. Il y a ceux qui considèrent qu'il y a trop d'argent qui est versé pour l'agriculture, et ceux qui considèrent que c'est absolument nécessaire pour garder une agriculture présente partout, sur tout l'ensemble du territoire européen. Ce débat, il aura lieu à nouveau, dans un contexte budgétaire que je ne connais pas aujourd'hui. Est-ce qu'on aura mis en place une ressource propre pour le budget de l'Europe ou pas? Est-ce qu'on sortira des débats qui consistent à dire je suis contributeur net et quel est mon retour sur ce que je vais à ce budget européen ou pas? 2020. Donc moi je ne sais pas dans quel contexte ça se fera. Je pense qu'on a besoin d'une politique agricole. Les États-Unis ont fait le choix d'un Farm Bill qui porte sur les systèmes d'assurance et assurantiels. Je crois que ce n'est pas un bon choix à moyen et long terme, ça coûtera cher.
Et que notre système, malgré tout, n'est pas mauvais. Et que deuxièmement, je pense que la dimension assurantielle devrait prendre une part un peu plus importante des fonds qui sont alloués sur le premier pilier en particulier. C'est tout le débat, je vous le dis en avance, qu'on va avoir avec le contrat socle qu'on va présenter dans les mois qui viennent et avant l'été, contrat socle assurantiel qui va être généralisé à la fois à la viticulture, aux céréales et à l'élevage, avec des contrats sur les fourrages, qui va être abondé par 100 millions d'euros liés à la fois à un effort budgétaire national et à l'utilisation du premier pilier. Mais la vraie question qui sera posée demain, c'est est-ce qu'on en met un peu plus sur le système assurantiel ou pas? C'est ça la question. Et un peu moins sur les aides directes à l'hectare. Ça sera ouvert le moment venu, je n'en sais rien. Je ne sais pas, je sais que ça se fera. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Et bon, c'est vrai qu'on tient beaucoup à ce rendez-vous annuel. Ouais. Et puis merci pour votre patience, pour les questions. Merci à vous. Et bonne tournée alors. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.